le sentiment d'un immense gaspillage de matière grise. Plutôt que d'employer leur intelligence à régler les problèmes urgents de la planète, les plus gros cerveaux, les gens les mieux formés, passent leur temps à se demander comment maximiser les gains dans un minimum de temps. Erwin Wagenhofer, il insistait beaucoup sur le fait que, involontairement, nous sommes participants à cette machine, parce que nous apportons notre argent dans les banques, et finalement, la motivation de ce film, il a expliqué, c'est le slogan publicitaire nous faisons travailler votre argent. Alors, il est allé voir dans le monde entier, ce que vous avez vu là, dans les pays émergents, mais aussi en Europe et en Amérique, qu'est-ce que les banques font avec notre argent. Voilà. Vous présentez Susan George, qui est l'auteur d'au moins une quinzaine d'ouvrages. Elle est co-auteure de plusieurs autres livres, traduits dans une vingtaine de langues, présidente du conseil d'administration de Transnational Institute à Amsterdam, également présidente d'honneur d'ATTAC France. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ATTAC, l'association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens. Peut-être important de dire que l'une des raisons principales que toute cette crise financière s'est déclenchée, c'est parce que aux États-Unis, entre autres, les banques avaient fait du lobbying pendant longtemps pour ne pas être assujettis à la loi qui séparait depuis 1933 les deux types de banques, commerciales d'un côté, investissement de l'autre. Et c'est au moment où elles ont enfin obtenu, au bout de 12 ans d'efforts, que le Congrès abolisse cette loi, que les banques ont commencé à devenir absolument énormes, comme on dit en anglais, too big to fail, trop grandes pour faire faillite, et sachant qu'elles étaient trop grandes pour faire faillite et que, en cas de pépin, le gouvernement interviendrait comme prêteur de dernier ressort, elles ont pris des risques de plus en plus énormes. Et ça s'est passé en Angleterre aussi. John Christensen raconte la déréglementation des banques anglaises. Aux États-Unis, ça s'est fait d'une manière un peu différente, mais surtout depuis 10 ans, les banques prennent des risques, ont obtenu d'autres déréglementations, au point que, et c'est absolument scandaleux, elles n'étaient pas obligées de dire leurs pertes. Tu n'es pas quelqu'un qui va dire que toute la pauvreté, c'est dû au colonialisme, etc. Non, c'est pas vrai, et il y a d'autres raisons à cela. Mais je crois qu'il faut tout de même tenir compte du fait qu'aujourd'hui, c'est encore le Sud qui finance le Nord. Ce que donne le Sud, en général, pas que l'Afrique, l'ensemble du Sud, chaque année, c'est de l'ordre de 200 milliards de dollars de plus que ce que ce même Sud reçoit et de notre aide au développement et des remittances, des renvois d'argent dans le pays d'origine par les travailleurs immigrés dans le Nord, qui envoient environ 250 milliards chaque année à leur pays. Malgré cela, c'est le Sud qui finance le Nord. L'un des mécanismes de ce financement, c'est la dette. Ces pays très pauvres, les pays d'Afrique subsaharienne paient encore 25 000 $ à la minute en service de la dette. Et ceci 10 ans après qu'on leur avait dit qu'on va réduire votre dette pour les pays les plus pauvres. J'ai fait le calcul récemment pour un bouquin qui va sortir au mois de mai. La dette des pays les plus pauvres, on a dénombré 31, a été réduite de 1,4% en 10 ans. Bon, de qui se moque-t-on? Le G8 avait promis d'importantes réductions de la dette. Ces pays ont fait tout ce qu'a dit le FMI pendant 6 ans encore avant de bénéficier
de quoi que ce soit. La réduction a été quasiment nulle. D'Afrique subsaharienne, depuis le milieu des années 70, sur 30 ans, les dirigeants ont sorti 420 milliards de dollars vers ces mêmes paradis fiscaux. Ce n'est pas que les gouvernements, c'est aussi, enfin, en tout cas, les élites. Et très souvent, ça vient des prêts. Alors, la Banque mondiale prête de l'argent, et d'après ces deux chercheurs, 60% de cet argent prêté quitte le pays pour un paradis fiscal la même année où elle est octroyée. Bon, moi je dis à ça, soit le FMI et la Banque mondiale ne le savent pas, n'ont pas suivi et ils sont incompétents. L'entreprise voit le coût du travail et les impôts comme des coûts. Ce ne sont pas des avantages pour l'entreprise. Ça, c'est fini depuis Ford. Henry Ford disait, je paie mes ouvriers pour qu'ils puissent acheter mes voitures. Les économistes appellent ça le Fordisme, parce que c'était réellement une façon d'envisager la société industrielle et de généraliser les produits. Et c'était très bon pour Ford, et c'était en général bon pour ses ouvriers, quoique c'était un patron qui aussi envoyait des travailleurs sociaux dans leur maison, enfin, est-ce qu'ils boivent, est-ce que leurs enfants sont propres, etc. Ben, vraiment, c'était un patron comme ça. Mais c'est vrai que les gens étaient très bien payés pour l'époque. Bon, c'est terminé, ça. C'est terminé avec la mondialisation, et c'est aussi possible pour les entreprises de ne plus payer d'impôts, ou presque pas. J'ai expliqué pour les paradis fiscaux, il y a d'autres techniques, mais elles ont des légions de gens. Je parle des transnationales, hein, pas des entreprises nationales. Mais les transnationales ont des légions de comptables, d'avocats, de conseillers fiscaux, et qui leur expliquent exactement comment payer le moins possible. Et donc, elles utilisent les routes, elles utilisent les écoles, enfin, pour avoir du personnel bien formé. Si leurs ouvriers sont malades, ils sont soignés gratos, pas par l'entreprise, etc. On utilise tous les services publics, l'entreprise est protégée par la police, mais tout cela est payé par les autres, par nous. Parce que l'impôt est un coût. Alors, quand on vous parle de la responsabilité sociale des entreprises, parce que, je ne sais pas, c'est une phrase que vous connaissez les uns et les autres, c'est très à la mode. Le développement durable. Responsabilité sociale des entreprises, première chose à leur dire, c'est « Ah bon, moi je croyais que ça commençait avec le paiement de ces impôts. » Ça les fait taire assez rapidement. Ce qui me préoccupe le plus maintenant, c'est le changement climatique. Mais ça, c'est une parenthèse, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui est dans le marché et qu'est-ce qui n'y est pas. Éducation, santé, culture, pharmacie, eau, banque, crédit. Est-ce que le crédit devrait être un bien public? Quand on manque de justice et quand les inégalités sont ce qu'elles sont aujourd'hui, ça fait des sociétés qui ne sont absolument pas pérennisables. Qui peut me dire, qui a dit la chose suivante? Tout pour nous-mêmes et rien pour les autres semble avoir été à toutes les époques du monde la vile maxime des maîtres de l'humanité. Adam Smith, La richesse des nations, le premier grand théoricien du capitalisme,